si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. C'est un mystère un peu pour bien des gens ici parce que les événements remontent à 18 ans et demi, la campagne électorale de Sarkozy 2007. Et là, il est condamné, association de malfaiteurs. J'écoutais des gens hier qui disaient on va faire de la prison. Puis tout le monde au Québec dit non, ils feront pas de prison, ils vont trouver de quoi à domicile. Je pense qu'il risque très fortement de faire de la prison. Autant que le jugement est très, très, très sévère parce qu'il y a une exécution provisoire qui est demandée. L'exécution provisoire, ni plus ni moins, c'est les juges qui disent qu'ils choisissent d'aller en appel ou non, il devra commencer à servir sa peine parce qu'on estime qu'il y a des risques de récidive. Alors, évidemment, c'est pas à 70 ans. Je pense pas qu'il va aller chercher de l'argent en Afrique pour organiser une prochaine campagne parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nicolas Sarkozy... Le régime libyen de Kadhafi à l'époque l'aurait aidé à se financer. Alors, selon la Cour, ne l'aurait pas aidé, parce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il est coupable, qu'il serait allé, lui, pas directement, mais avec de ses hommes de main, des gens en qui il avait très confiance, Claude Guéant, Brice Hortefeux, qui ont démarché auprès du Libyen, Mouammar Kadhafi, qui avait beaucoup d'argent, il y avait une grosse rente pétrolière, en échange de services que la France aurait rendus à Kadhafi, entre autres pardonner quelqu'un qui était montré du doigt et très proche du pouvoir libyen dans l'affaire d'un attentat terroriste où un avion était tombé, et aussi, surtout, favoriser le retour de la Libye sur la scène internationale, ce qui, dans la séquence des événements après 2007, donne l'impression d'avoir été livré. La promesse tenue de la part de Nicolas Sarkozy. Alors, c'est une enquête, tu le disais, qui est très longue. Est-ce qu'on parle d'assez d'argent pour influencer un résultat électoral? $2 millions. $2 millions, des enveloppes, sinon des valises pleines d'argent. Mais la preuve... C'est pas joli, là, présenté comme ça. Absolument pas joli. Ça sent mauvais depuis très longtemps. Et puis, si tu veux pousser plus loin la logique complotiste, parce que tu peux le faire, évidemment, à aucun moment le parquet est allé là, mais on peut se poser la question des raisons qui ont fait que la France a été le premier pays à vouloir s'attaquer à Mouammar Kadhafi, à s'en débarrasser à l'époque où il y avait des résistants au régime à Benghazi qui étaient assiégés. Et c'est Bernard-Henri Lévy, le philosophe, qui avait dit il y a danger, il faut absolument qu'on intervienne pour sauver ces gens qui sont menacés par le régime. Et là, c'est l'OTAN, avec entre autres Barack Obama aux côtés de Nicolas Sarkozy, qui avait littéralement décapité le régime de Mouammar Kadhafi, qui était en place depuis de nombreuses années, qui de nombreuses fois aussi avait été montré du doigt parce qu'associé à des coups terroristes. C'était un pays qui était par ailleurs très stable, un peu comme l'Irak. Mais corrompu à l'os. Corrompu, très certainement, avec des intérêts qui n'étaient pas toujours convergents avec ceux de l'Occident, mais qui ponctuellement l'ont été. Les Italiens fricotaient en Libye, parce qu'ils ont une longue histoire. Donc, je dis, si tu veux pousser la logique du complot dans cette histoire, tu peux te demander, et c'est ce que plusieurs demandaient, pourquoi Nicolas Sarkozy était à ce point déterminé à se débarrasser de ce que le principal témoin potentiel dans cette affaire de malversation disparaisse. À aucun moment, le parquet national financier est allé là-dedans. Il y a eu une enquête sérieuse. Et je le précise quand même. Toi, tu penses... Mais je te dis simplement qu'il n'a pas été reconnu coupable de corruption, de recel de détournement de fonds publics libyens ou encore de financement illégal de la campagne de 2007, la sienne, parce que c'était ça l'objet. Ils ont échangé de l'argent contre des services à rendre plus tard lorsque Nicolas Sarkozy aurait été élu. Alors ça n'a pas été démontré. C'est association de malfaiteurs. Moi, j'aime dire que c'est le petit wagon sympathique que t'accroches, qui est un peu fourre-tout. Puis si ça marche pas, peut-être que la Cour va t'entendre sur l'idée qu'il y a des gens qui, ensemble, se sont parlé, ont comploté, association de malfaiteurs, et qu'ils ont eu une intention suffisamment criminelle pour qu'ils soient condamnés à 5 ans de prison ferme. Donc toi, dans ton esprit, là, mettons, c'est le 13 octobre, là, toi, dans ton esprit, fin octobre, là, Sarkozy va être dans une prison. Je crois que le niveau de probabilité est très élevé. Très élevé. Alors, parce qu'il y a eu aussi un mandat de dépôt différé. Parce que c'est immense. Un président français de 70 ans. C'est immense. Et il clame son innocence. Il lutte contre ce système où la justice se serait substituée aux politiques. Il est
très convaincant. Mais je reviens, le mandat de dépôt a été différé. Le mandat de dépôt, c'est théoriquement, quand tu es condamné, à la fin de la lecture de la condamnation, du jugement, on te passe les menottes, tu t'en vas en prison. Parce que comme ici au Canada, t'arrives avec ta petite valise à la lecture du... Et là, on t'amène dans une petite pièce, on te passe les menottes, et c'est terminé, tu t'en vas vers la prison. Là, ce qui se passe, alors, mandat de dépôt qui est différé, c'est des dispositions nouvelles en France, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que ça remonte à 2020, puis je suis pas un avocat, mais ça permet que tu ailles voir le juge des peines, parce qu'il y a un juge des peines en France, quelques semaines plus tard, tu dois être condamné tu dois le croiser dans les semaines qui suivent la condamnation. Et là, lui décide avec toi du moment et des manières, ou de la manière avec laquelle tu vas te présenter à la prison. Théoriquement, il y a un maximum de 4 mois de délai entre le prononcé de la sentence et le moment où tu arrives. OK, donc il pourrait se donner quelques mois encore. Noël Exactement. À la maison. Il pourrait être à la maison et il pourrait surtout aller voir le juge des peines et essayer de le convaincre de renverser la recommandation des juges qui l'ont condamné. Parce qu'eux, ils disent que tu ailles en appel ou pas, tu vas en prison en attendant. C'est immédiatement que tu commences à servir. Alors, il pourrait demander au juge des peines de dire, écoutez, je suis pas un risque pour la société, je vois pas pourquoi, c'est inique. C'est vrai que c'est très, très rare qu'on donne de pareilles sentences assorties d'une exécution immédiate. Il y a de fortes chances qu'il soit entendu en appel. Il va dire, si je suis entendu en appel, c'est donc qu'il y a quelque chose à investiguer et peut-être que je pourrais en attendant être libre. Mais ça veut donc dire que le juge des sentences va aller contre la recommandation des juges qui l'ont condamné. Ce qui n'est pas du tout évident. Et ça me donne, moi, l'impression qu'il y a de bonnes chances qu'il soit peut-être, d'une manière ou d'une autre, à Noël en prison. Qu'est-ce qu'il a dit? S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute, je suis innocent. C'est du grand Sarkozy. Les Européens qui auraient en privé prévenu le Kremlin qu'ils vont faire ce que Trump leur a dit, là, abattre les prochains appareils russes dans leur ciel. Alors, c'est Bloomberg hier qui avait la nouvelle. C'est très officieusement que les Européens, en fait, les Allemands, les Français et les Anglais sont allés au Kremlin, probablement leurs ambassadeurs, pour dire au régime de M. Poutine, s'il y a encore des avions qui se retrouvent dans notre espace aérien. Notre état, ça inclut la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie. L'espace OTAN. Donc, c'est beaucoup d'espace. Nous n'hésiterons pas à l'abattre. Il n'y aura plus d'avertissement. Je le répète, parce qu'on en a parlé beaucoup depuis 2-3 semaines, il y a eu beaucoup d'incidents, drones ou avions, une espèce de médiation aussi, je pense, de ces incidents par l'OTAN pour forcer la main à Donald Trump, s'assurer qu'il comprenne qu'il y avait péril en la demeure. Et Donald Trump a suffisamment entendu pour dire aux Européens, vous pouvez faire ce que vous voulez, abattez-le si c'est ça que vous voulez, mais il a quand même ajouté, je verrai les circonstances. C'est-à-dire que, est-ce que nous, Américains, immédiatement, on va en rajouter une couche s'il fallait que vous choisissiez d'abattre un avion? Il s'est gardé la marge. Il s'est gardé toute la marge, ce qui est conséquent. Alors là, on est dans un cas de figure où il y aura peut-être plus aucune nouvelle sur des viols d'espace aérien, parce que s'il y en a, c'est pour nous apprendre qu'un avion a été abattu. Peut-être que les Européens choisiront parce que c'est arrivé il y a 6 mois, c'est arrivé il y a 1 an. Alors, il y a peut-être... Puis est-ce que ça inclut les drones dans les zones aéroportuaires, là, à Oslo, à Copenhague encore plus? Encore hier soir, des drones qui ont forcé la fermeture d'aéroports. Alors, il faudra que l'OTAN fasse la démonstration que ces drones étaient bien pilotés par des Russes, mais quel que soit le commanditaire, ça fait absolument sens que tu abattes un drone qui n'est pas identifié, qui potentiellement menace la sécurité aérienne. Alors là-dessus, on n'a pas de nouvelles. Est-ce que les Européens le feront plus systématiquement? Mais c'est aussi la question de la capacité que nous avons à détecter en temps réel et à abattre des drones. Parce qu'on s'est rendu compte au fil de la guerre en Ukraine que c'était une nouvelle menace contre laquelle on est très mal préparé. Hein? C'est petit, c'est furtif, ça décolle des fois d'à côté de là où tu ne l'imagines pas. Ils viennent pas nécessairement de très très loin. Un drone peut partir dans la cour arrière, pas très loin de l'aéroport. Donc il n'y a pas besoin de traverser de longues distances. Il ne sera pas identifié en route nécessairement. C'est autre chose. Et là-dessus, peut-être que lundi, je te propose, parce que ça m'intéresse, une petite chronique mise à jour de la quincaillerie militaire. Il y a toutes sortes de choses qui ont été vues, y compris le B-2, le nouvel avion furtif bombardier américain. Les premières images sont sorties. Et puisqu'on parle de drone, une arme qui a été testée, électromagnétique, qui a permis, c'est un test, mais d'un coup de ce canon électromagnétique, c'est les Américains qui ont testé, je pense, en Indiana, d'abattre 45 drones qui filaient ensemble et qui sont tombés du ciel, bing bang.
Donc, est-ce que... Ça va nous intéresser parce que semble-t-il que notre pays, nous comme contribuables, notre pays va dépenser beaucoup en quincaillerie militaire dans la prochaine décennie. C'est clair que si on livre plus le courrier, on va vouloir que nos missiles se rendent, eux, à destination. C'est la promesse d'un gouvernement canadien qui a revu ses priorités. C'est la phrase du jour. Merci Stéphane.